Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tu m'entends? Tu entends? Ok. Merci de vous joindre à nous pour notre temps de conférence qui s'intitule Agir dans le parc social en faveur des retraités, une action centrale de l'offre des services de l'assurance retraite Île-de-France. Je vous souhaite à tous la bienvenue en cette heure de reprise après le déjeuner. J'espère que vous avez réussi à attraper un sandwich, c'était pas chose aisée cet après-midi. Aujourd'hui, on vous accueille sur cette conférence pour vous parler d'un sujet central pour nous, Assurance Retraite Île-de-France. C'est le partenariat qu'on développe avec les bailleurs sociaux, qui est un partenariat qui remonte finalement, qui est assez récent finalement. Et on va essayer de vous présenter et de mettre en lumière un petit peu la stratégie, les initiatives qu'on a pu mettre en place côté Assurance Retraite Île-de-France. Et puis, on va vous présenter les stratégies des bailleurs sociaux, leurs avancées, ce qui a pu évoluer depuis le démarrage de notre partenariat. L'idée est de pouvoir offrir aux retraités des conditions de vie les meilleures possibles et le plus longtemps possible dans leur logement. Et pour animer cette conférence avec moi, donc déjà, je me présente, je suis Lorraine Potier, je travaille à l'Assurance Retraite Île-de-France. J'accueille avec moi Frédéric Meignier, chargé d'action sociale à l'Assurance Retraite Île-de-France, en charge des bailleurs de l'habitat et du cadre de vie. Et j'accueille également donc Timothée Vial avec nous, que je ne me trompe pas de ligne, qui est responsable technique adaptation en vieillissement et handicap à Logirep Polylogie. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Voilà. Et Richard Comte, qui est chef de projet cohésion sociale et pilote de la stratégie senior pour Emmaüs Habitat. Ce que je vous propose de faire, c'est de laisser à nos intervenants 2 petites minutes, peut-être pour présenter votre organisme, qui vous êtes, peut-être un petit peu votre parcours, 2 petites minutes pour nous dire pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui avec nous. Qui commence? Allez-y. Bonjour à tous, vous m'entendez bien là, c'est bon. Donc moi je suis Richard Comte, je travaille pour Emmaüs Habitat, donc c'est le bailleur créé par l'abbé Pierre en 1954 suite à son appel. On gère à peu près 15 000 logements sociaux en Île-de-France et donc nous sommes basés à Clichy au niveau du siège avec deux directions de gérance et on est un peu dans toute l'Île-de-France. Alors moi je suis devenu un peu le monsieur senior d'Emmaüs Habitat suite à une opération de rénovation urbaine en 2010 et où on s'est confronté à une problématique du vieillissement de nos locataires et il a fallu pouvoir y répondre assez rapidement en termes d'organisation et aussi de stratégie sur le court terme, même si on était déjà impliqué dans une politique d'adaptation de notre patrimoine parce qu'on avait élaboré avec le réseau de l'Elfis un label qui s'appelle Habitat Senior Service et qui accompagne les bailleurs sociaux sur leur stratégie patrimoniale d'adaptation dans l'existant ou dans des programmes neufs et en termes de services aussi à développer. Et pour Emmaüs Habitat, c'est essentiellement aussi travailler le lien social. Donc de fait de cette expérience, on a réfléchi sur un deuxième programme qui était en démarrage sur une opportunité pour nous de travailler la question du maintien, enfin du parcours résidentiel dans un programme neuf et élaborer un petit peu notre stratégie interne, quel habitat on souhaite, quel accompagnement. Et on a pu développer du logement inclusif en 2012 en travaillant aussi avec des seniors eux-mêmes en amont de la définition du programme. Et puis donc au fur et à mesure des ateliers aussi avec Delphis, on a rencontré la CNAV. Et en rencontrant la CNAV, on a travaillé sur la convention et puis on a déclenché beaucoup de choses en termes d'élaboration de processus internes, de qualité d'intégration de la démarche senior dans notre qualité de service et puis de développer soit des marchés de travaux spécifiques, de systématiser des visites d'ergo auprès de nos locataires demandeurs. Donc je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail parce qu'on va revenir. On va y revenir. Voilà, Monsieur Vial. Oui, alors pour compléter, donc Timothée Vial, moi j'ai un poste un petit peu différent de celui de Richard. Je suis responsable technique en charge de l'adaptation au vieillissement et au handicap du patrimoine du bailleur Logirep. C'est un bailleur de filiale du groupe Polylogie
Donc on a à peu près 100 000 logements en France. Mais pour ma part, j'ai la responsabilité d'adapter le patrimoine donc de la filiale qui s'occupe de l'Île-de-France et de la Normandie. Et donc chez Logirep, du coup, on représente 46 000 logements. Donc ça va de Paris jusqu'au Havre, tout simplement. Et comme l'indique l'intitulé de mon poste, mon quotidien, ce sont les adaptations techniques des logements de nos locataires, ou alors du patrimoine au sens un peu plus global avec des aménagements, par exemple de parties extérieures de résidence. Voilà. Je vais m'arrêter là, puis je reviendrai un petit peu après sur tout ce que l'on fait par ailleurs chez Logirep sur le sujet du vieillissement, puisque ça va au-delà évidemment d'une question d'adaptation technique. On est déjà presque rentré dans le cœur du sujet. On va essayer de faire un petit zoom arrière, juste pour se dire ensemble pourquoi peut-être est-ce que le public senior qui réside dans les logements sociaux sont des publics qui sont prioritaires à la fois pour l'assurance retraite Île-de-France, mais aussi pour les bailleurs qui sont autour de la table avec nous. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de les accompagner? Et peut-être Frédéric, tu as quelques chiffres à nous partager et quelques grands enjeux côté assurance retraite? Oui, alors l'assurance retraite, c'est dans l'air du temps. La problématique du vieillissement de la population, c'est qu'il y a une donnée démographique qui arrive. Donc il y a des classes d'âge qui arrivent à l'âge de la retraite, et les plus importantes classes d'âge qu'on connaîtra en France. Et du coup, l'assurance retraite, dans un souci d'action sociale, s'est tournée vers les bailleurs sociaux, parce que la population qui occupe les logements sociaux est notre cible, notre cœur de cible, sachant qu'il faut souvent souligner la spécificité de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 1 300 000 logements sociaux, soit un quart du parc national français, et qui est occupé donc par des personnes modestes. C'est la base du logement social. Et ces actifs modestes, souvent, sont encore des retraités encore plus modestes. Et la politique, dans le cadre de la loi de l'adaptation au vieillissement et la volonté de l'assurance retraite Île-de-France, c'était de pouvoir atteindre ce public et d'aider aussi les bailleurs sociaux dans les politiques d'adaptation des logements au vieillissement. Sachant que dans le parc social, à peu près, on peut considérer qu'autour de 30% des locataires des bailleurs sociaux ont plus de 60 ans. Donc c'est à l'échelle de l'Île-de-France, je sais pas, ça dépasse, ça doit approcher les 400 000 personnes concernées. On en a déjà un petit peu parlé en introduction, mais vous, Monsieur Comte, vous nous avez dit effectivement que vous aviez démarré par des projets de rénovation urbaine sur ces sujets-là, par le label Habitat Senior Service. Yes, je l'ai. Habitat Senior Service. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont ces grands projets-là qui finalement vous ont mis un pied dans le sujet du vieillissement et comment ça prend de l'ampleur ces dernières années? Alors, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail du label parce que c'est notre sujet, mais ça permettait aussi de réfléchir sur le vieillissement. Déjà, il y a plus de 10 ans, on parlait du vieillissement dans les années 50 et que un quart des Français dépasserait l'âge de 60 ans. Et donc, c'est vrai que les opérations urbaines, pour nous, c'est une vraie clé d'entrée parce qu'on réalise généralement des enquêtes sociales au préalable auprès de nos locataires. Et c'est là où on identifie aussi toutes les problématiques d'usage, de problématiques de suroccupation ou de sous-occupation, et puis du vieillissement. Et donc là, pour le coup, on s'est aperçu, là c'était dans le Val d'Oise, où on avait presque plus de 35% de nos locataires vieillissants. Et quand on regarde les 50 ans et plus, le taux explose. Donc il fallait quand même travailler cette question, accélérer nos réflexions et puis répondre à l'instant T aussi aux demandes. Et donc voilà, et pourquoi travailler avec ce public, comme disait Frédéric, c'est que nous, on est bailleurs sociaux très social, donc nos seniors, nos retraités sont très modestes. Et puis, je ne sais pas si ça faisait l'objet d'une autre question, mais pour nous, c'est important de travailler le maintien des seniors dans les quartiers, parce qu'ils ont un rôle aussi d'intergénérationnalité, ils sont très, très participants dans la vie collective, et ça c'est important aussi pour nous en tant que bailleurs sociaux, c'est de maintenir cet équilibre de population. Merci. De votre côté, Monsieur Vial, côté Logirep, j'imagine que vous faites les mêmes constats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous aussi vous avez mis un pied dans le sujet? Dans ce sujet-là. Oui, alors pour ce qui est du sujet du constat, c'est vrai que
on parle de l'évolution démographique de la France. Il y a un deuxième effet particulier au logement social, c'est que, donc, effectivement, nos personnes âgées vieillissent comme tout le monde, mais les titulaires de bail d'un logement social ont tendance à rester plus longtemps dans leur logement. Là où il y a peut-être une vingtaine d'années, le logement social était une transition, un moment de la vie d'une famille qui permettait de rentrer dans un logement et qui permettait après d'être une passerelle vers un logement du parc privé ou carrément l'accession à la propriété. Aujourd'hui, on a nos titulaires de baux ont tendance à rester. Voilà, donc ça vient accentuer cet effet-là. Donc ça, c'est pour l'aspect constat. Pour l'aspect comment Logirep s'est mis sur ce sujet-là. Alors moi, j'ai 4 ans de recul, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en était il y a 30 ans, mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires dans le courant des années 2000. Alors, étonnamment, pas en lien avec le vieillissement tout à fait, mais plutôt en lien avec le handicap. On a eu des mécanismes financiers qui sont arrivés en 2002 par rapport à la taxe foncière. Je vais pas rentrer dans les détails, mais nous payons de la taxe foncière sur nos immeubles et l'État nous permet, lorsque nous investissons pour améliorer notre patrimoine, pour l'accessibilité de nos locataires, l'État nous permet de récupérer, si vous voulez, une partie de cette somme-là, ça nous a permis de mettre le pied à l'édifice. Donc plutôt à l'origine des mécanismes pensés pour des personnes en situation de handicap qui sont en fait venus nous aider pour adapter tout simplement pour toutes les sollicitations qu'on pouvait recevoir, y compris évidemment de personnes retraitées. Donc il y a eu ce petit mécanisme financier qui est assez important pour nous aujourd'hui, c'est 2002. En 2005, on a la loi pour l'égalité des droits et des chances, avec dans notre patrimoine des obligations de mise en accessibilité, par exemple de nos loges, de nos gardiens, de tous nos commerces de pieds d'immeubles. Donc tout ça nous a obligés à nous professionnaliser aussi sur la question. Et puis la particularité, c'est que chez Logirep, alors je ne connais pas le détail de cette charte, mais en 2006, nous avons signé une charte pour l'accessibilité avec Jean-Louis Borloo, ministre du Logement à l'époque, et qui nous a obligés à prendre des engagements de mise en accessibilité de nos logements et de nos résidences. Et donc c'est ce qui nous a permis finalement de rentrer dans le champ du vieillissement, finalement par la porte, j'ai l'impression en tout cas de ce que je constate, par la porte du handicap à l'origine. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions déjà à nous poser ou des réflexions à nous partager? L'idée étant... Oui. Je vous amène le micro. En fait, je voulais juste comprendre quels sont les véritables services que vous mettez à disposition des personnes âgées pour les soulager dans le quotidien, pour les aider. Alors, la question se pose pour l'assurance retraite ou pour les bailleurs? Pour les bailleurs. Quels services vous mettez en place? On y vient après. Donc, on a des réponses techniques juste après. Donc, peut-être qu'on va du coup passer au temps suivant. Comme ça, on pourra y répondre rapidement. Exactement. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est vrai que finalement, notre partenariat à tous est assez récent dans le champ des politiques publiques du vieillissement, qu'il est encore en construction aujourd'hui. Il est perfectible. Voilà. Et on a signé récemment notre convention d'objectifs et de gestion côté assurance retraite Île-de-France. Qui souligne de vrais enjeux d'accompagnement de la fragilité et qui nous oriente, mais je vais te laisser Frédéric nous en dire un peu plus, vraiment vers un renforcement de ce partenariat pour pouvoir être au plus près des besoins de nos retraités. Oui, donc, alors partant de ce constat démographique et de la situation sociale des retraités, l'assurance retraite Île-de-France a conventionné déjà depuis un certain temps et une convention qui vient d'être renouvelée avec l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, donc qui est le syndicat, enfin la confédération, la grande association réunissant les bailleurs sociaux de France. Et parallèlement à ça, au niveau, donc ça c'est une convention nationale de la CNAV avec l'USH, et au niveau de la retraite Île-de-France, on a donc mis en place des conventions avec des bailleurs, à peu près une trentaine. Ça a commencé donc en 2015,
et qui est basé sur plusieurs axes. Alors dans les premières conventions, l'axe était vraiment l'aide au financement de l'adaptation des logements et de la réhabilitation, mais toujours avec un volet prévention, hein, et démarche vers les personnes. En fait, l'assurance retraite Île-de-France, par le moyen des bailleurs sociaux, peut atteindre les retraités qui occupent le parc des bailleurs sociaux. C'était aussi un moyen où on y trouvait aussi cet intérêt-là pour pouvoir accéder à ces personnes et les informer des aides qui peuvent exister à la CNAV et des autres aides. Voilà. Du coup, le renouvellement, donc, avec, par exemple, les conventions avec l'Union sociale pour l'habitat, c'est un travail de symbiose et de partage d'informations pour que chacun, avec nos informations, on les échange pour connaître la connaissance réciproque du vieillissement des occupants du parc social. On a toujours cet objectif, c'est d'optimiser le recours aux dispositifs d'aide, hein, en accédant à une population directement par le moyen de leur bailleur. Et toujours l'axe de favoriser l'adaptation du logement qui est très important, parce que c'est toujours dans l'optique d'un maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes autonomes. Et en adaptant leur logement, on les aide à rester plus longtemps chez eux. C'est aussi très important. Du coup, le partenariat, on le disait, il dure depuis 2015. 2015, et il là, a évolué. Alors, il a évolué. Alors, en fait, il s'est développé. Les premières conventions sont signées en 2016. 2017, il y a eu une journée du bien vieillir des locataires dans le parc social qui rassemble la CNAV et la ORIF. Alors, la ORIF, c'est l'association Île-de-France de l'USH. Enfin, je résume, ou c'est à peu près ça, hein. Enfin, je sais pas, vous validez oui, la définition. C'est ça, c'est Fédération des bailleurs sociaux, mais d'Île-de-France. Voilà. Et donc l'habitat est toujours. Alors l'habitat est au centre de la convention, donc c'est une priorité c'est les priorités de la COGE. Donc la convention elle-même découle de la convention d'objectifs et de gestion. Alors ces conventions, c'est des conventions entre l'État et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et après, c'est décliné ensuite au niveau des CARSAT et de l'assurance retraite Île-de-France. En fait, ces conventions d'objectifs et de gestion, alors c'est pas exactement un contrôle de l'État, mais c'est une planification qui définit sur une période de 5 ans les budgets. Parce que bon, les caisses de retraite, ce sont des organismes sociaux dirigés par des partenaires sociaux, mais il y a une forme de contrôle ou de guide de l'État par l'intermédiaire de ces conventions d'objectifs et de gestion. En fait, elles garantissent la délégation de services publics, hein, qui est accordée aux caisses de retraite. Et donc après, elles sont déclinées au niveau régional. Et donc, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que sur ces nouveaux enjeux de convention d'objectifs et de gestion, et sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on voit qu'il y a une attente très forte sur le développement de notre partenariat assurance retraite bailleur, qu'il y a une volonté d'aller vers une vraie valorisation des aides individuelles que nous on peut avoir côté assurance retraite pour les faire connaître auprès des retraités. Tu l'as dit tout à l'heure, Frédéric, c'est un vrai enjeu d'aller toucher les plus fragiles pour leur faire connaître les droits dont ils peuvent bénéficier et qui sont encore malheureusement méconnus aujourd'hui. Donc ça, c'est un de nos enjeux COGE, c'est d'aller développer cette interconnaissance de dispositifs d'accompagnement des retraités au-delà de l'aménagement du logement sur les champs de la prévention. On a aussi une vraie volonté d'aller pousser côté bailleur une animation plus autour de l'innovation. Tu me corriges si je me trompe, Frédéric. Et du coup, d'aller soutenir, y compris financièrement, des projets innovants qu'on pourrait développer auprès de nos bénéficiaires locataires. Oui, faut assister aussi au-delà de ce qui est des travaux et de l'adaptation, effectivement. Il y a des objectifs de lutter contre la solitude des personnes âgées.
et essayer d'encourager les bailleurs à la mise en place de stratégies globales de prise en compte du vieillissement de leurs locataires. On pourra en avoir peut-être le témoignage après sur la mise en place de politiques seniors au sein des directions des bailleurs. Alors, effectivement, en Ile-de-France, il y a 141 bailleurs sociaux qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, le plus petit a un logement et le plus grand en a 140 000 ou à peu près. Et donc, c'est des entités qui ont des structures différentes et qui ont à l'intérieur des directions d'action sociale aussi différentes. Il y en a qui sont mieux dotés que d'autres. Et la volonté de la CNAF, c'est de s'appuyer sur les services sociaux des bailleurs pour atteindre les personnes et aussi aider les petits bailleurs à au moins les informer et les diriger pour qu'ils prennent en compte le vieillissement de leurs locataires. Voilà. Donc on le voit et peut-être qu'on peut en parler ensemble maintenant. Nous, on a un gros enjeu d'aller développer ensemble les façons dont on peut favoriser finalement le rester chez soi auprès des bailleurs et auprès de notre public de retraités. Après ces 5 années de partenariat, parce que finalement on a vu tout à l'heure que notre partenariat remontait à 5 ans, quels effets vous avez constaté sur vos pratiques, sur le partage, sur la partie innovation dont on vient de parler? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être Monsieur Comte ou Monsieur Vial, je ne sais plus dans quel ordre on avait prévu ça. Oui, juste une petite précision, en Ile-de-France, le logement social, il y a 700 000 demandes qui ne sont pas couvertes. Hein. Donc en fait, on a une tension dans le logement et de travailler le parcours résidentiel, même des seniors qui sont dans des logements plus grands, c'est difficile. Donc il y a ça, la mémoire individuelle qu'on met dans les espaces, on a notre famille qui a grandi, et donc tout ça, c'est pas évident à accompagner. Et donc pour répondre à la question du service, nous, et dans le cadre du partenariat, on a vraiment élaboré, renforcé notre stratégie. On a été de A à prime plus, en se disant on va faire du droit ouvert. C'est-à-dire qu'on va plus poser la question, vous êtes en étage, sans ascenseur et tout, on va vous accompagner. On va mettre en place une visite d'ergo parce qu'on n'est pas sachant. Et on va faire les adaptations pour au moins vous permettre de maintenir dans votre logement le temps qu'on trouve une mutation, parce qu'une mutation, ça peut durer 2 ans. Hein. Donc en attendant, la personne, comment elle a fait dans son logement. Donc il y a ça. Donc ça, c'est une première approche. Hein. C'est un service énorme parce qu'une adaptation, c'est 6 à 8 000 euros, voire des fois plus. Donc c'est le bailleur qui prend en charge. La CNAV nous aide financièrement et après, il y a des jeux de financieux. Et c'est vrai que le partenariat avec la CNAV, ça nous a permis aussi de rencontrer des acteurs qu'on rencontre peu souvent ou qui peuvent répondre. Là, c'est le monde un peu des startups. Ça nous re-questionne aussi sur notre démarche parce que des fois, on a des démarches un peu administratives un peu lourdes ou des choses comme ça. Et donc, ça nous permet de nous réinterroger sur nos pratiques. Et puis, on n'est pas sachant, comme je le disais tout à l'heure, on est avant tout bailleur, même si on a une politique sociale assez poussée chez Emmaüs Habitat et plein d'autres bailleurs. On aime bien s'entourer de partenaires qui savent faire, qui ont des savoir-faire et de pouvoir les mettre en œuvre sur des territoires. Donc le logement social, c'est un laboratoire urbain, architectural et social. Et donc là, sur le vieillissement, on expérimente, on essaye d'avancer sur des thématiques, on se plante, il y a des réussites, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et donc ce partenariat nous a enrichi de tout ça. Et puis de se rencontrer aussi, parce que c'est vrai qu'avec Timothée, même si on a plein de fédérations, on aime bien les fédérations en France, on ne s'était pas rencontrés avant parce qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux. Lui, il a une approche technique, moi j'ai une approche sociale. Et on a pu construire ensemble, échanger des bonnes pratiques. Par exemple, notre marché de travaux, on s'est appuyé sur ce qu'ils ont pu réaliser, leur maîtrise d'œuvre. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans le partenariat avec la CNAV, c'est de pouvoir échanger sur ces thématiques. Je pourrais vous parler pendant 1 heure, mais on a 10 minutes. Et vous, Timothée, du coup? Oui, du coup, je vais préciser les choses. Alors, pour répondre aussi à madame, j'en profite. Mon quotidien, globalement, chez le GIREB, c'est de transformer, globalement, des salles de bain. C'est bien souvent la demande qui nous est faite par les seniors. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis ça fait ce que je vous disais tout à l'heure, on va dire 2010, globalement. C'est là où on s'est mis à en faire de plus en plus de ce type d'adaptation-là. Voilà. En 2017, donc on signe une convention avec l'assurance retraite Île-de-France. Alors quand on dit CNAV, c'est l'assurance retraite, c'est la même chose. Hein. Oui, on ne l'a pas précisé, mais oui.
du coup, si vous voulez, depuis 2017, chez Logirep, plutôt que de se contenter effectivement d'adapter un logement, on va plus loin. C'est-à-dire que ce partenariat-là, les objectifs que nous a donné l'assurance retraite Île-de-France, et elle nous a donné en nous écrivant ça dans des conventions, mais elle nous donne aussi les moyens, c'est-à-dire derrière, elle nous met en contact avec des professionnels qui peuvent nous accompagner, par exemple, pour organiser des ateliers sur la prévention de la perte d'autonomie dans les quartiers. Prochainement, je vais organiser un atelier Bienvenue dans ma résidence, par exemple, parce qu'on va inaugurer une résidence dédiée aux seniors à Neuilly-sur-Marne, et pour faire en sorte que la cohésion prenne entre nos nouveaux résidents. L'assurance retraite Île-de-France, par l'intermédiaire d'un organisme qui s'appelle le PRIF, va nous mettre à disposition un animateur qui va venir animer des sessions pour sensibiliser les seniors qui vont intégrer cette résidence-là sur les enjeux de la retraite et de la prévention de la perte d'autonomie. Voilà, c'est un exemple. D'autres petites choses comme ça qui se sont structurées au fil des années grâce à l'appui financier et relationnel avec tous les partenaires de l'assurance retraite. On peut accompagner aujourd'hui chez les bailleurs au déménagement une personne âgée. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui doit être relogée, parce qu'elle nous arrive parfois sur certains quartiers de devoir démolir des bâtiments entiers. Ça, c'est la politique de la ville qui nous impose ça. Et ben voilà, on va avoir une attention particulière envers ce senior pour l'aider à déménager de la façon la moins brutale possible, parce que ça restera toujours un petit peu traumatisant de déménager, même si c'est au sein de son quartier. On a des locataires qui occupent des logements des fois depuis 50 ans. Donc voilà, ça s'amène, et puis d'autant que ces locataires-là, bien souvent, on va les reloger dans des logements un petit peu plus petits, puisqu'ils étaient peut-être en famille il y a 50 ans, aujourd'hui ils vont être seuls ou à deux, donc on va pouvoir ne leur proposer qu'un T3. Donc ça, c'est pas évident non plus quand on a des habitudes de devoir basculer sur un plus petit logement. Voilà, ça peut être de l'aide donc au déménagement, de l'accompagnement administratif là-dessus. Voilà, c'est pour vous illustrer le fait que ça va bien au-delà de l'adaptation technique d'une salle de bain. Et puis pour peut-être faire la transition, je crois que Richard va en parler après, je reprends l'exemple de Neuilly-sur-Marne où on livre une résidence dédiée aux seniors. Ça, c'est aussi rendu possible grâce au soutien de l'assurance retraite Île-de-France qui nous aide à financer des espaces collectifs dans ce type de résidence-là, qui nous aide aussi à rénover des résidences dédiées à des résidences autonomie, par exemple. Donc, c'est rendu possible grâce à l'assurance retraite. Donc, sur Neuilly-sur-Marne, concrètement, on va leur remettre à tous nos locataires qui vont intégrer leur logement là, à partir du 18 décembre un petit kit de bienvenue qui intégrera des aides techniques pour faciliter le quotidien de nos seniors. Voilà. J'en dis pas plus parce que Richard il propose quelque chose un petit peu similaire et il va redonner quelques détails par la suite. En fait, c'est intéressant aussi d'avoir votre retour sur le sujet. C'est vrai que peut-être que votre kit à vous est plus ancien dans le timing et que à quoi il sert concrètement ce kit de prévention? Il a vocation à faire quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'était pas prévu, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est parce que je voulais réagir sur aussi en termes de services, les lieux de vie communs, c'est assez important. Nous, on essaye d'en créer le maximum parce que le lien social, c'est quand même une base de tout. C'est la meilleure vitamine pour bien vieillir. Et c'est vrai que l'approche, elle est globale et sans l'aide de la CNAV, on ne pourrait pas le faire parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où le logement social est très attaqué financièrement. J'en profite, c'est une petite tribune, donc je le dis. On appelle la réduction du loyer solidaire. Donc tous les bailleurs il y a une baisse des APL et c'est les bailleurs qui le financent. C'est pas le locataire. Donc le locataire ne voit pas. Et plus il y a de locataires APLisés, donc plus on fait notre job parce que c'est des gens qui ont des personnes modestes, des familles modestes. Plus le bailleur paye une réduction à l'État, donc reverse à l'État ce qu'il devait verser au locataire. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une politique sociale assez importante, de pouvoir continuer. Et le soutien financier de la CNAV nous aide à travailler cette question du maintien à domicile parce qu'elle est hyper importante pour la société en elle-même et puis pour permettre à tous nos retraités seniors de vivre en dignité dans leur logement. Et donc ça, c'est important. Ça, c'était le message. Voilà. Bon. Et c'est vrai que le kit, c'est un complément. C'est aussi des histoires de rencontres. Avec la CNAV, on a rencontré des structures qui font de l'ergothérapie. Donc là, j'ai vu, il y a chez Julie, mais donc là, c'était Adaptia pour les nommer.
Et on se questionnait parce que dans la convention, il y avait une enveloppe financière pour acheter un petit kit innovant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'innovation? Des fois, on réinvente pas, hein, enfin, on prend une chose, on la transforme et puis hop, ça y est, on fait l'innovation. Donc, ce qui était intéressant, c'est de se dire, pourquoi pas des objets du quotidien qui facilitent le quotidien. Et donc, avec elle, on a créé un kit de base avec une structuration qui s'adapte en fonction des besoins des locataires. C'est-à-dire qu'il y a un montant d'aide. On prend les 50% de l'aide, on fait un kit de base et le reste, on adapte en fonction des besoins. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'offrir aux habitants des petits objets du quotidien qui sont assez utiles. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez détailler ce qu'il y a dans le kit ou est-ce que ça vous intéresse de savoir exactement ce qu'il y a dans le kit ou pas? Oui. Alors, j'ai pas la photo. ouais, non, mais bon, de mémoire, parce que en plus je l'ai revu hier. On a un tapis, c'est des trucs tout bêtes, hein. Donc il y a une petite veilleuse qu'on met, ça permet d'avoir comme ça s'allume si je me lève pour aller aux toilettes. Il y a une petite torche, pareil, avant, bon, je me souviens de ma mamie qui avait cette petite torche, et donc là il y a les images. Donc là, pareil, elle s'allume avec un détecteur de mouvement. On a des petits scotch fluorescents à mettre. C'est des trucs tout bêtes, hein. Des pinces de contention ou de pression pour ouvrir les boîtes, de tire-bouchon. Il y a le tapis antidérapant, la pince pour se mettre les chaussettes ou les chaussures. Tout ça, c'est des petits trucs. Et qui, finalement, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas forcément se les acheter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est offert par un ergothérapeute. Donc, c'est du médico-social. Et donc, il va expliquer comment ça fonctionne. Et ça, comme ça, c'est utilisé. Merci. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou... Oui. Oui, bonjour. Je suis moi-même ergothérapeute, mais je travaille à Souliers Grand Paris. Mais pour préciser, les ergothérapeutes que vous mandatez sont des structures comme Merci Julie, comme d'autres. Vous avez quels ergothérapeutes? Quand vous parlez d'ergothérapeute, c'est quelle entité en fait pour lequel vous sollicitez? J'ai pas entendu. C'est top secret ça. Non, je rigole. Alors, non, mais nous, alors, on est soumis soit à des marchés publics, mais ça, c'est des montants qui sont pas assez. Et donc, on a travaillé notre question du maintien à domicile avec une première ergo qui s'appelle, c'est un petit cabinet du Val d'Oise. Moi, je suis monsieur senior qui a bâti l'expérience dans le Val d'Oise. Donc on a beaucoup de patrimoine là-bas. Donc on a expérimenté beaucoup de choses. On a fait aussi des enquêtes de marketing auprès des seniors sur le logement idéal. Et donc on a expérimenté avec eux. Et puis après, dans les rencontres de la CNAV, il y a des startups, il y a des entreprises qui démarrent et qui ont des idées, qui mobilisent. Et là, ce qui est intéressant dans Adaptia, c'est qu'elle travaille avec un réseau d'ergothérapie. Et après, c'est pas le locataire qui paye, hein, c'est le bailleur qui paye. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Et comme ça, nous, nos conseillères sociales, elles sont pas sachantes, elles ne savent pas, il faut une douche, une dalle, ou il faut adapter la partie commune. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait une autre question sur ce sujet? Non? Alors peut-être, vous l'avez mentionné très très rapidement tout à l'heure, Monsieur Comte, volontairement ou pas, je ne sais pas. Vous avez parlé d'approche globale et je crois que c'est vrai que côté assurance retraite Île-de-France, on est très attaché au parcours du retraité et au fait que on puisse finalement lui proposer une palette d'offres de services qui puissent lui permettre de rester chez lui le plus longtemps possible. Ça passe par des partenariats comme avec les bailleurs sociaux qui sont ici aujourd'hui avec nous. Ça passe aussi par d'autres types de partenariats. On a parlé, non, on n'en a pas parlé. Ça passe aussi par des partenariats avec les centres sociaux, avec nos partenaires de la Silver Economy, avec des appels à projets qu'on peut faire. Donc, tout ceci a pour objectif d'avoir un vrai parcours du retraité pour qu'il puisse rester chez lui le plus longtemps possible. Et on en a parlé un tout petit peu rapidement. Pour que les logements soient adaptés, il faut qu'il y ait des visites au domicile pour s'assurer que les logements soient bien conformes aux besoins de la personne. Ça passe par des visites de prévention. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, Frédéric?
Ben alors, dès l'origine dans la convention, l'assurance retraite Île-de-France finance des prestations d'ingénierie et qui sont des visites en fait d'ergothérapeutes dans les logements. Dans la nouvelle convention, on insiste encore plus sur ce côté de prévention pour financer des visites d'ergothérapeutes qui pourraient faire des diagnostics, mais au-delà de l'adaptation simple, du logement et au-delà des travaux sur un peu la situation des personnes retraitées et les aider ou les diriger ou les informer. C'est une démarche qui s'inscrit aussi dans la politique de lutte contre le non-recours, c'est-à-dire que l'ignorance par les retraités de la CNAV des aides que la CNAV peut apporter dans d'autres dispositifs comme l'aide à la sortie après hospitalisation, l'aide. Enfin, il y a un dispositif Oscar qui est dans la prévention, comme dans les petits travaux, qui aussi finance des heures de ménage. Et j'en oublie certainement. Ça finance des courses, de l'aide à la sortie, au transport, ça finance de la manucurie, Attention. Ouais, enfin pour les doigts quoi. Ah oui. Vous m'avez suivi. Pour les mains. Des heures d'entretien du linge, voilà. Donc c'est un dispositif qui est global et qui se met en place suite à une visite d'une structure évaluatrice au domicile de la personne et qui va questionner le retraité et essayer d'évaluer avec lui quel est son besoin pour qu'il puisse rester chez lui en autonomie le plus longtemps possible. L'idée étant finalement de lui donner un coup de pouce pour pas basculer en EHPAD trop tôt et bien sûr rester chez lui le plus longtemps possible. Donc ceci concourt à un parcours en fait quelque part de la personne. Alors il y a aussi une volonté de s'adresser aux services sociaux, des bailleurs sociaux pour ceux qui en ont. Dans un objectif de formation et d'information. Alors il y a des bailleurs qui ont des CESF, des conseillères en économie sociale et familiale, et pour les informer des aides possibles, toujours ces aides individuelles de l'assurance retraite Île-de-France qui sont un peu inconnues ou mal connues. Et donc il y a cette volonté d'information et de formation des collaborateurs des bailleurs sociaux, et même aussi peut-être des gardiens qui sont des personnes très importantes chez les bailleurs sociaux qui représentent un effectif assez conséquent. Je découvre le monde des bailleurs sociaux depuis 6 mois, donc je m'étonne encore, je suis surpris et j'apprends des choses. Et effectivement, aussi se diriger vers peut-être des formations ou des informations des gardiens, par exemple, qui pourraient identifier ou signaler les situations compliquées qui peuvent être l'isolement des personnes. Bon, on va pas parler de syndrome de Diogène ou tout ça, mais vous êtes confronté à ça régulièrement, je pense. Donc c'est vraiment une démarche globale. Effectivement, l'adaptation, les travaux, c'est important, ça se voit, c'est dans le dur, mais autour, on veut développer de l'humain à fond et encadrer et informer au maximum les retraités. La visite de prévention, c'est un vieux serpent de mer. Ça fait longtemps qu'on essaye de le faire. C'est compliqué. C'est compliqué de pousser la porte de la personne et d'aller faire la visite. On a les mêmes interrogations quand on essaye de mettre en place un plan d'aide Oscar. J'imagine que vous aussi, vous avez ces retours-là. En fait, pardon. Ouais, je réponds pas à sa place, mais effectivement, c'est peut-être le meilleur point d'entrée, c'est le rendez-vous en tête-à-tête direct, franchement, parce que les ateliers qu'on peut essayer de mettre en place, tout ça, ils ont du mal à mobiliser les gens. Enfin, certains me le rapportent, les bailleurs, ils organisent des ateliers d'information avec le PRIF, et c'est compliqué de faire venir du monde. Donc. Non, mais pour compléter, c'est vrai que le meilleur moment, c'est vrai quand on est sollicité, nous, pour adapter très souvent, comme je disais tout à l'heure, une salle de bain. En fait, nos ergothérapeutes ou nos assistants en maîtrise d'ouvrage nous font remonter des photos de la pièce. Et bien souvent, moi, ça m'a toujours étonné qu'on me demande d'adapter une salle de bain. À 90% des cas, c'est ça. Et alors que je vois sur des photos qu'il y a des tapis partout, qu'il y a du mobilier partout, que voilà, j'identifie plein d'autres choses, moi. Donc, on répond à la demande et on adapte, on transforme la baignoire par une douche. Parce que c'est la demande majoritaire qui nous est faite. Mais c'est vrai que c'est vraiment le moment privilégié, le fait de rentrer dans le logement pour
arriver à proposer d'autres choses. Donc c'est des conseils d'ergothérapie par rapport au reste du logement. C'est aussi de l'ouverture de droits. Un certain nombre de locataires pourraient bénéficier du soutien de l'assurance retraite pour, je sais qu'il y a des dispositifs, vous en avez parlé tout à l'heure, sur le ménage, sur le portage de courses. Enfin, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre eux ne connaissent pas ou n'ont pas recours à ces solutions-là. Donc c'est le bon moment, je pense, pour proposer à nos retraités tous les dispositifs possibles qui existent. Alors, je sais que Richard a recours à cette application-là aussi. Nous, pour tout ce qui est accès aux droits, chez le GIREP, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Claro. C'est une application qui permet, en fonction des caractéristiques de votre foyer, vos ressources, votre âge, d'avoir une liste, en fait, tout simplement de dispositifs existants d'aide qui vous permet de savoir, je peux bénéficier de telle aide ou de telle autre aide. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on fait qui est très, très général. Et après, c'est là où c'est intéressant. Pour les seniors en particulier, les visites de prévention vont permettre de rentrer dans le détail et d'accompagner au cas par cas chacun de nos locataires retraités. Monsieur Comte, est-ce que vous voulez partager une réflexion sur ce sujet? Alors nous, on considère l'adaptation du logement comme un accompagnement social. Et du coup, la clé d'entrée, comme tout à l'heure je vous disais, on a créé un droit ouvert. Donc à 70 ans et plus, on adapte. On est dépendant, donc on est allocataire de l'APA du département, on adapte parce que finalement le département n'aide pas assez. La MDPH, on est en train de réfléchir à nouveau pour voir comment on fait. Et donc en fait, si on est, c'est blanc ou noir. Donc la conseillère sociale, elle ne se pose pas de questions dès qu'elle a la demande, titulaire de l'APA ou j'ai 70 ans, elle déclenche une visite. Et la visite permet justement aussi d'identifier plein de problématiques parce que c'est un travailleur social. Alors, elle n'est pas sachante en termes d'ergothérapie, mais ça va venir après. Et du coup, l'accompagnement social peut déjà se déclencher. Donc, on peut mobiliser la CNAP parce qu'on a les référents. Et puis, d'avoir un échange pratique aussi avec le CCAS ou le territoire. Donc, ça, c'est une approche qui est assez intéressante parce qu'on va voir nos locataires sous différentes manières. Et donc là, l'aide à la demande est souvent, comme disait Timothée, c'est une adaptation de la salle de bain et des toilettes qui est demandée. Voilà. Donc ça, c'est une approche assez intéressante pour nous. Merci. Et puis, tout le monde a envie de vieillir chez soi, hein, donc on a tout intérêt à accompagner. Hein. On est, je pense, tous d'accord dans cette salle. Effectivement, c'est une des demandes, on le disait en introduction, hein, c'est une des demandes les plus fortes. Hein, quand on fait des sondages auprès des personnes, la première chose que répondent les personnes, c'est moi, je veux rester chez moi pour finir ma vie, c'est pas d'aller finir ma vie dans un EHPAD. Donc ça, très clairement, c'est un de nos gros enjeux. Sur un public bailleur social plutôt fragilisé, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus pour se dire que souvent, il y a des multiples thématiques aussi, multiples problématiques sur les personnes qui sont résidents dans le parc social. Et puis, et donc un vrai enjeu d'accompagnement des personnes, des professionnels aussi qui interviennent au domicile pour améliorer la connaissance des différents dispositifs et favoriser le passage d'informations. Voilà ce qu'on pouvait dire. Peut-être qu'on peut se dire un petit mot de la fin. Si on devait retenir une phrase clé de nos interventions ici, ou plusieurs, parce que Frédéric, je sais que tu as encore beaucoup de choses à dire, donc je vais te laisser la parole en dernier pour que tu puisses terminer sur nos perspectives et quelques points de bilan qu'on n'aurait pas pu citer là tout de suite. Est-ce que Monsieur Vial, vous voulez commencer pour nous dire? Oui, bien sûr. Donc chez le GIREP, le partenariat avec l'assurance retraite Île-de-France, il est indispensable. Il est indispensable pour un premier critère qui est financier, parce qu'il y a un soutien financier qui nous est apporté, mais pas que. Il est indispensable, ce qui nous permet, à Richard et à moi par exemple, avec d'autres professionnels, de se rencontrer régulièrement pour échanger sur nos pratiques et s'améliorer. Et il est essentiel parce qu'il nous permet aujourd'hui, alors chez le GIREP aujourd'hui on est en train de structurer une politique autonomie qu'on va appeler autonomie. On a débattu entre seniors et autonomie, voilà, on va sur l'autonomie. Donc voilà, on est en train de structurer une offre de service, on veut aller au devant des besoins de nos seniors. Aujourd'hui c'est eux qui viennent vers nous. À terme on veut anticiper leurs besoins et répondre à leurs besoins avant qu'ils nous le demandent. On souhaite travailler sur le parcours résidentiel. On a commencé à le faire avec des résidences spécifiques comme celle dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on veut développer effectivement de plus en plus de résidences
orienté public senior, mais avec toujours les plafonds de loyer du logement social, c'est-à-dire une résidence senior service, telles qu'elles peuvent exister dans le privé, mais sur des loyers du logement social. Donc voilà, et puis tout simplement, je dirais que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des gardiens qui sont notre maillon fort sur le terrain dans nos résidences. Le partenariat avec l'assurance retraite va nous permettre finalement d'acculturer tous nos métiers à la question du vieillissement, de notre gardien, en passant par moi évidemment, mais jusqu'à nos directeurs généraux, puisque ce sont des conventions qui sont signées en haut lieu. Donc ça permet vraiment d'infuser dans nos structures la problématique, ou plutôt, non, c'est un lapsus, plutôt la thématique senior, pour que dans tous nos métiers, on prenne en compte les besoins spécifiques des retraités. Voilà. Monsieur Comte. Il a tout dit, hein. Oh. Non, en fait, moi, je compléterais en disant que, un peu comme tu disais, là, les résidences. Alors, on parle de résidence. Alors, des fois, résidence, on peut dire RPA, résidence autonomie, c'est du logement accompagné. Enfin, et le logement social, on est en autonomie dans le logement, on est titulaire de son bail. Et ce qui est important, et ça je pense qu'il y a aussi des expérimentations, la CNAV y participe au niveau régional et voire national, c'est le logement inclusif. Nous on a beaucoup réfléchi en amont depuis 2010-2012 et on a développé un premier lieu de vie partagé, ça s'appelle comme ça, c'est le financement public. Et moi je crois vraiment à la proximité. Si on veut maintenir nos locataires dans leur logement, si eux ils arrivent à se maintenir, donc il faut un environnement adapté, donc il y a ça, le côté technique, et il y a le lien social. Ça, c'est la force. C'est vraiment la plus belle des forces, parce qu'on a un lieu de vie là qui marche depuis 2015. Il a traversé le Covid. Le Covid, ça a été une épreuve pour tout ce qui est collectif. Ça a cassé beaucoup de choses. Et cet espace qui réunit une vingtaine de personnes, il y a eu un décès à cause du Covid. Aujourd'hui, ils sont toujours présentes. Et donc ça veut dire que ça fonctionne. Et il y en a qui ont 86 ans et qui ont une patate d'enfer et qui viennent d'un autre quartier pour aller parce qu'elles font beaucoup de choses. Donc les lieux de vie partagés, c'est important, qu'ils soient financés. Donc là, il y a un financement expérimental. Et je pense que la CNAV nous aide aussi sur l'investissement parce que les lieux collectifs, il faut les construire. Et ça, c'est pas financé dans le logement social. Donc c'est bien d'avoir cet appui-là. Et puis, forcément, de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans leur logement, c'est l'idéal. Et donc, il faut travailler sur l'innovation, de la prévention, du technique et puis faire confiance aux bailleurs sociaux qui ont un vrai savoir-faire, qui ont mobilisé des professionnels. Moi, j'étais pas du tout, je suis urbaniste de formation, mais je me suis acculturé sur cette thématique qui est quand même, qui est assez intéressante et puis bienveillante et qui est importante. Voilà. Donc, on se mobilise les bailleurs sociaux, on met les moyens humains, financiers, techniques et des savoir-faire, et on a besoin de réseaux autour. Et les réseaux aussi territoriaux. Merci. Frédéric, le mot de la fin. Dis-nous tout un peu du bilan. Alors, le mot de la fin, je vais faire un bilan. Je vais commencer par des chiffres, je vais finir par des chiffres. Alors. Bon, sur une période de 5 ans, si on envisage la période 2017-2021, par exemple, au niveau de l'Île-de-France, c'est 8500 logements qui ont été adaptés. Enfin, on a aidé à les adapter, parce que le financement n'est pas total, il y a un plafond, mais et 4100 prestations d'ingénierie. Alors la convention elle est renouvelée sur une nouvelle période de la COGE 2023-2027 que mes voisins ont signé. Donc l'adaptation des logements est toujours à l'ordre du jour. On l'a dit, les actions de prévention sont un des objectifs majeurs de la convention. Alors le soutien aux politiques des seniors, mais ça on l'a dit encore. Et on prendra en compte désormais de plus en plus les politiques RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Voilà, pour qu'on soit raccord. Mais bon, étant donné qu'il y a des bailleurs sociaux et la sécurité sociale, tout ça est social, donc on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. Et pour juste une perspective sur la première année de cette nouvelle convention, il y a 31 bailleurs sociaux qui sont conventionnés, qui représentent 70% du parc en fait. Donc vous voyez là, il y a 141 bailleurs sociaux en Île-de-France et 31 qui sont conventionnés avec la CNAV représentent 70% du parc.
Et dans ce parc, il y a 330 000 locataires de plus de 60 ans. Tous les départements sont couverts, en fait, mais les départements où il y a le plus de logements sociaux, donc c'est la Seine-Saint-Denis et Paris, en fait, la proportion. Voilà, et les objectifs 2023, ce serait 120 ateliers PRIF, 2500 logements adaptés, 1800 interventions d'ergothérapeutes et des équipements innovants aussi. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. Est-ce que, oui? Je voudrais rajouter un petit truc. C'est vrai que la convention avec la CNAV nous permet aussi de mettre de la qualité dans l'accompagnement, parce que c'est quand même des enjeux financiers importants. Je ne sais pas si on l'a rappelé. Et 50 millions d'euros sur 5 ans. Voilà, le budget de la CNAV n'est pas un budget limité, il y a des contraints. Voilà. Mais voilà. Et c'est vrai que d'avoir de la qualité pour des personnes modestes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des services, c'est bien. Parce que c'est vraiment, je parlais de dignité tout à l'heure, mais c'est un plus et ça sécurise les locataires, sincèrement. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question si vous en avez une. Oui, je reviens vers vous par rapport à cet objectif et ce grand objectif de MaPrimeAdapt. Quid en tout cas de ce que va être ce partenariat, en tout cas ce conventionnement avec vous, voilà, en lien avec les bailleurs. Voilà, je vous remercie pour cette réponse. Alors, non, MaPrimeAdapt, ça ne concernera plus la CNAV, ni l'assurance retraite Île-de-France. Il n'y aura plus les ânes individuels dans le parc privé. À partir du 1er janvier, tout sera géré par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA. Voilà. En revanche, parallèlement, nous, on continue notre partenariat avec les bailleurs sociaux. Alors, toutes les modalités d'application de MaPrimeAdapt c'est très avantageux, c'est des gros financements, ne sont pas définitivement fixés, mais ça doit commencer le 1er janvier. Voilà. Est-ce qu'il restait une dernière question? Attendez. Mais vous sentez tout ça pour les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui sont dans résidence sociale, c'est tout. Mais pour les gens qui sont privés, ils n'ont pas trop Alors, pour les personnes qui sont en résidence privée, par rapport à ce sera MaPrimeAdapt. Non. Alors, les personnes qui résident chez les bailleurs sociaux, il y aura toujours la possibilité de financer l'adaptation des logements. Ceux qui seront en résidence privée ou du coup propriétaires de leur logement, ce sera MaPrimeAdapt qui prend le relais. Ce sera plus nous, à partir du 1er janvier. On veut bien racheter votre logement et devenir locataire. Vous viendrez locataire comme ça. Vous voudriez changer votre baignoire en douche et vous êtes dans le privé? Alors, là, ce que je vous propose, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver dans le stand des 09 et on en rediscutera. Là, c'est pas le sujet de tout de suite là maintenant. En tout cas, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre participation. Et puis, messieurs, je vous libère. Merci à vous. Merci.